Merci à vous d'être présents aussi nombreux donc pour cette conférence sur la santé mentale. Donc combler le retard, provoquer le sursaut et innover, c'est une thématique qui est particulièrement d'actualité en cette semaine d'information sur la santé mentale. Et avec donc nos invités, nous allons vous proposer les actions en cours, les actions à venir, mais également les découvertes qui ont pu être réalisées dans ce champ. Je vous demande donc d'accueillir donc le professeur Raoul Belzo, donc, qui est psychiatre, chercheur au CHU de Montpellier, qui a reçu le prix Marcel Dassault 2022. On vous applaudit, on est ravis de vous accueillir. Nous retrouvons également avec le plus grand plaisir le professeur Vincent Boune, donc chef de service du SAMU 31, donc vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé, et ainsi que Camille Tanaka, donc qui est interne en psychiatrie au CHU de Montpellier. On l'applaudit également. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir, elle sera en Zoom avec nous, donc le professeur Anne Sauvager. Vous êtes professeur des universités praticiens hospitaliers à Nantes, à la fois au CHU et à l'université, et vous avez reçu le prix de l'Académie de médecine 2023. Et pour animer ces échanges qui s'annoncent une nouvelle fois passionnants, Géraldine Volsner, donc qui est rédactrice en chef environnement du Point. Géraldine, c'est un grand plaisir de vous retrouver également. Et donc, je vous laisse modérer cette très belle table ronde. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et bonjour à nos invités. Alors, Hélène l'a présenté effectivement, et vous le savez tous, la santé mentale est la nouvelle grande cause nationale. C'est peut-être une bonne chose parce que la santé mentale dans l'opinion publique a encore du mal à être considérée comme un problème de santé tout court, à part entière, comme les autres problèmes. La prévalence, pourtant, devrait nous y conduire. 13 millions de personnes en France sont touchées. Alors on va pas faire de catastrophisme, mais bon, en gros, un tiers d'entre nous va être touché par une maladie psychiatrique au cours de sa vie. C'est ça, Raoul Belzo ? Oui, effectivement, on est face à des troubles qui, pris dans leur ensemble, sont extrêmement prévalents. Alors bien sûr, ça inclut des troubles d'intensité variable. Il y a des troubles particulièrement sévères qui vont nécessiter des hospitalisations, mais aussi des troubles modérés qui vont nécessiter un suivi uniquement ambulatoire. Mais effectivement, beaucoup de familles sont touchées. On dit que au moins une personne sur 5 rencontrera un problème de santé mentale au cours de sa vie. Et du fait de cette prévalence élevée, finalement, ça va toucher toutes les catégories de la population, tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc, c'est extrêmement important d'en parler et puis de discuter de comment on fait pour répondre à ce problème de santé. Anne Sauvaget, qui est concerné ? Qui sont ces gens ? Alors d'abord, on va penser aux enfants, aux adolescents, donc ceux qui s'attaquent à bien débuter dans la vie, puisque les dépister leurs problèmes de santé et donc intervenir le plus tôt possible, ça sera leur donner une chance de devenir des adultes peut-être moins embêtés par les troubles de santé. Mais c'est vrai que ça peut apparaître aussi à l'âge adulte, même si la moitié des troubles psychiatriques démarrent à l'âge de 14 ans et demi à peu près. On peut être touché plus tardivement dans sa vie, en particulier pour les femmes, par exemple, pendant les périodes de modification hormonale, la puberté ou la grossesse, le postpartum, à la ménopause également, et puis jusqu'à un âge même avancé de la vie, oui, on peut être concerné. Donc il ne faut oublier personne dans cette histoire. De quoi est-ce qu'on parle si on devait je pense qu'il y a un défaut de perception, comme on le disait, parce qu'on a du mal à catégorier les différentes gravités. Est-ce que vous avez comme ça quelques grandes familles ? Comment vous distinguez ? Oui, alors la première distinction, c'est finalement la différence entre le normal et le pathologique, et qu'il y a beaucoup de difficultés, en particulier auprès du grand public ou des professionnels non sensibilisés, à faire la distinction entre quelque chose qui va relever d'une difficulté psychologique de quelque chose qui est une vraie pathologie. Là, nous, on parle de pathologie médicale, c'est-à-dire de troubles qui vont engendrer des difficultés de fonctionnement, donc empêcher de mener sa vie, de prendre des décisions, de travailler, d'avoir des relations sociales de qualité. Ça, c'est le premier
premier point qui va permettre de caractériser un trouble. Et ensuite, effectivement, les troubles, ils vont se définir en fonction de la catégorie d'âge qu'ils vont toucher et du type de symptômes. Donc, quand ça va toucher plutôt les émotions, l'humeur, l'envie d'agir, on va parler plutôt de troubles de l'humeur, avec les troubles bipolaires ou la dépression. Quand on va parler plutôt de troubles de la perception, de la socialisation, de difficultés cognitives, de planification, on parlera plutôt des troubles psychotiques qui peuvent toucher l'adolescent ou l'adulte. Et puis, il y a aussi tous les troubles qui sont liés à la gestion des craintes et de la peur et qui peuvent devenir très invalidants, qu'on appelle plutôt les troubles anxieux. Et puis, j'ai pas parlé évidemment des troubles plutôt neurodéveloppementaux, c'est-à-dire des troubles de l'enfance où, pour des raisons qu'on ne connaît pas précisément, mais vous allez avoir des difficultés qui vont entraver le développement normal de l'enfant. Et par exemple, donc, c'est ce qu'on voit dans les troubles du spectre autistique, mais aussi dans des troubles type d'hyperactivité avec déficit de l'attention. On en parle aussi rarement, Anne Sauvadet, mais il y a parfois des conséquences lourdes qui entraînent d'ailleurs un coût sociétal assez important. Alors, je lisais dans un rapport de la Cour des comptes que le coût pour la société de la santé mentale dépassait les 100 milliards d'euros, coût direct, indirect. Ça vous semble cohérent ? Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est des chiffres qui nous dépassent un peu, mais ça souligne l'importance. Alors les coûts directs, ça va être lorsqu'on va voir son médecin, qu'on consomme des thérapeutiques, que ce soit des psychothérapies, des traitements médicamenteux, des hospitalisations, mais il faut prendre en considération aussi les troubles, les troubles, il faut les prendre en considération, mais aussi les coûts indirects, c'est-à-dire le fait qu'un aidant se mette en arrêt de travail, on doit arrêter son travail pour s'occuper de la personne qui est malade, du travail qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire et du coup qui justifie avec notre maladie qui va justifier un arrêt de travail, voire des fois des congés longue maladie ou une invalidité, et tout ce qu'on ne pourra pas produire pour son bien-être personnel et le bien-être collectif. Donc ces coûts sont à prendre en considération, évidemment, pour permettre de les réduire si on prend mieux en charge les pathologies et qu'on rend aux personnes un niveau d'autonomie et de fonctionnement qui leur conviennent. Alors, la santé mentale est déclarée grande cause nationale parce que on a des problèmes en France d'accès aux soins, de saturation de l'hospitalisation. On ne reviendra pas nécessairement sur ces problèmes. Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu l'avenir. Et vous, Camille Tanaka, vous avez décidé justement de vous engager. Pourquoi ? Donc, j'ai commencé mon internat de psychiatrie il y a maintenant 2 ans. J'ai choisi psychiatrie parce que autour de moi, dans ma vie et notamment durant mes études, j'ai pu voir l'importance de prendre soin de la santé mentale et de prendre en charge les troubles psychiatriques. Ça m'a paru important tout de suite et surtout, c'était les patients pour lesquels j'avais l'impression d'avoir le plus grand impact positif quand j'ai pu les prendre en charge de manière globale. Et donc, j'ai eu envie de découvrir plus cette spécialité, d'en apprendre plus et de faire ça mieux que je le faisais déjà. Oui, parce que c'est bien de le souligner, vous êtes médecin. Oui, j'ai pas encore fini mes études de médecine totalement. J'ai pas encore soutenu ma thèse, donc je suis pas encore docteur, mais je suis médecin à plein temps au CHU en tant qu'interne. Mais est-ce que c'est encore présent dans la société, ça, parmi vos proches, cette confusion entre le psychiatre et le psychologue ou autre ? Alors, dans mes proches, ça va, ils ont compris. Mais au plus large, oui, bien sûr, c'est une confusion qu'on a très régulièrement. En premier, par les patients, en fait, tout simplement, pour qui c'est pas clair du tout. Et très souvent, un patient peut nous dire « Ah, mais en fait, j'ai vu la psychologue alors que c'est le psychiatre ». C'est pas clair du tout pour eux. Il faut comprendre qu'un parcours de soins classique d'un patient, c'est quand il rencontre des difficultés qui ont un lien avec la santé mentale, c'est d'aller voir en premier lieu son médecin généraliste qui va pouvoir l'adresser vers différents professionnels. Donc, pour ce qui va être de la psychothérapie, plutôt un ou une psychologue, dont il peut y avoir qui ont été formés dans des facultés de psychologie à partir de différents courants, que ce soit plutôt la psychanalyse ou du comportementalisme. Il y a plein de courants possibles en psychologie. Et quand la situation le nécessite, l'adresser vers un médecin spécialiste, donc un psychiatre, qui lui va pouvoir coordonner les soins, rédiger des certificats médicaux pour avoir des aides, prescrire des traitements, coordonner l'ensemble des soins qui est nécessaire. Est-ce qu'il se plante parfois, le généraliste ? Est-ce qu'il se plante ? C'est-à-dire qu'il n'envoie pas chez le psychiatre, justement, qui...
Je pense que ça arrive, mais je pense que surtout, il faut reconnaître que les généralistes gèrent beaucoup, en fait, de la psychiatrie, des premiers soins de psychiatrie. Il y a des maladies psychiatriques qui ne nécessitent pas forcément de voir un psychiatre. Et ça, c'est les médecins généralistes qui les gèrent en première ligne. Raoul Belzo ? Oui, c'est quelque chose de fondamental parce que souvent, on assimile santé mentale, psychiatrie et domaine de la psychiatrie. Comme si on disait tout ce qui concerne le diabète concerne que les diabétologues, l'hypertension ne concerne que le cardiologue, voire le médecin vasculaire maintenant. Et en fait, c'est pas le cas et on peut pas continuer à travailler avec ce schéma-là. C'est extrêmement important de dire que c'est notre problème commun. Il faut que, évidemment, socialement, on communique sur qu'est-ce que c'est et pourquoi consulter. Il faut qu'on arrive à convaincre. Je pense que nous, on a un travail de pédagogie, de clarification à faire auprès de nos confrères. Mais c'est le problème des généralistes, c'est le problème des gynécologues, des sages-femmes pour la période périnatale, c'est le problème des pédiatres pour les enfants. Et aujourd'hui, on a un chemin très important à parcourir pour que chacun s'approprie ça, comme Camille le disait. Je pense que c'est 20% de l'activité d'un médecin généraliste, la psychiatrie. Sauf que si c'est fait contraint, avec des goûts, des intérêts et sans compétences ou qualifications, ça le fait pas. Je vous donne un chiffre. Il y avait eu une enquête pour savoir les internes en médecine générale, combien d'heures ils avaient bénéficié de formation à la psychiatrie pendant leur internat, c'est-à-dire pendant la fin de leurs études avant de devenir des généralistes de terrain. 10 heures. Non. Pour 20% de leur activité. C'est la moyenne française. Donc en fait, on a un chemin à parcourir pour coordonner les soins et pour trouver et proposer des solutions qui nous permettent d'organiser les choses à l'échelle des territoires, en partant des acteurs de terrain que sont d'abord les médecins généralistes, qui connaissent les familles, qui connaissent, quand ils sont à leur place, en tout cas les parcours familiaux, les parcours de vie, et qui vont dire là il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est la première ligne avec tous les acteurs de la première ligne comme les sages-femmes, maintenant les psychologues, dont on peut redire aujourd'hui que grâce aux dispositifs proposés par la Sécurité sociale, tout le monde peut accéder librement à des thérapies psychologiques remboursées avec un certain nombre de séances. Et puis après, oui, il y a le deuxième niveau où on peut solliciter l'intervention de psychiatres, des urgences psychiatriques et de l'hospitalisation en psychiatrie. On va revenir sur ces thématiques d'organisation, mais Vincent Boune, je voulais vous demander, vous êtes chef de service du SAMU 31, comment vous appréhendez... Ouh là là. Alors, compliqué mais facile en fait. On va dire le trouble mental, entre guillemets, il y a beaucoup d'appels au SAMU pour cette pathologie-là. Sur un SAMU comme le mien, qui est un gros SAMU, c'est 15 000 appels par an. Et effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est souvent, entre guillemets, les conséquences un petit peu derrière, puisque derrière ces troubles mentaux, il y a aussi des problèmes d'abus et de dépendance, en fait, en particulier. Et ça, on s'en perçoit. On parlera un petit peu plus tard de ce qu'on a mis en place pour les jeunes à la région, mais il y a énormément de montées, je trouve, d'abus et de dépendance aux substances, ce qu'on appelle psychoactives, et en particulier chez les jeunes. Et c'est très lié, en fait. Vous avez bien compris que c'est une pathologie qui a une espèce de continuum entre le « je vais pas très bien » et le « je suis, entre guillemets, réellement malade avec des comportements qu'il faut essayer d'aider, de traiter ». Donc, on est là, et effectivement, malheureusement, le SAMU se retrouve un petit peu en bout de chaîne, c'est-à-dire que c'est parfois une porte d'entrée pour des patients qui n'ont pas justement suivi le parcours classique pour des raisons diverses et variées, mais c'est compliqué de soigner quelqu'un qui ne veut pas être soigné, c'est très compliqué. Et pour le coup, ce qu'on a mis en place à Toulouse, qui est une expérimentation qui est extraordinaire, réellement, vous savez que l'urgentiste décide très vite, par définition, on est des médecins très intuitifs, et le temps moyen passé au téléphone d'un urgentiste à la régulation, c'est entre 2 et 4 minutes. Donc, c'est totalement impossible de faire des choses pertinentes. Ce qu'on avait, donc avant, c'était le patient appelé en disant « je vais pas bien », c'est hop, ambulance hôpital. Ce qui n'est pas la bonne réponse, c'est pas du tout la bonne réponse. On a travaillé avec nos psychiatres depuis, on a mis en place des infirmiers psychiatriques, qu'on appelle le dispositif infirmier d'aide à la régulation. Eux, ils passent en moyenne entre 1 demi-heure et 45 minutes avec les personnes, et ça nous permet d'éviter justement 70% des passages par les urgences. Et donc, en fait, c'est clairement cette intelligence collective qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, et de filières de soins, c'est très important. Voilà. Donc, on a tendance à vraiment séparer les pathologies psychiatriques des pathologies somatiques. C'est pas vrai. On est tous des individus avec des histoires complexes et variées. Et donc, intégrer je trouve, c'est une idée extraordinaire qui n'est pas de moi du tout, qui est des psychiatres avec qui je travaille, et pour le coup, vraiment,
je vais vous le dire, vous faites des spécialités formidablement intelligentes. Il faut quand même le dire, voilà. Voilà. Et effectivement, donc, cette idée de travailler sur un continuum somatico-psychiatrique est une très bonne idée parce que on récupère des patients, on s'aperçoit finalement qu'il y a des choses qu'on peut faire à tous les niveaux. Voilà. On va revenir sur l'organisation. Je voulais avant ça parler des traitements. Qui dit pathologie dit traitement. Et on a fait d'énormes progrès ces dernières années, notamment dans la partie médicamenteuse. Alors, il faut peut-être préciser quelque chose sur l'énorme progrès, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des nouvelles molécules. Il y a des nouvelles molécules. Oui. Ça reste quand même un parent pauvre de l'innovation pharmacologique, qui a été un petit peu. Enfin, le système nerveux central dans son ensemble a été un petit peu déserté par l'industrie pharmaceutique. Et puis, on a fait beaucoup d'efforts, je pense, dans la discipline, à l'échelle mondiale, sur aussi comment bien utiliser nos outils. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un des points majeurs de la pharmacologie psychiatrique, c'est l'utilisation du lithium. Le lithium, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on l'utilise, mais pour traiter les troubles de l'humeur bipolaire en particulier. D'accord. Et c'est un traitement extrêmement puissant qui permet vraiment de normaliser totalement la trajectoire des personnes qui souffrent de troubles bipolaires avec une absence totale de rechute. Mais c'est un médicament. On a beau le connaître depuis peut-être plus de 50 ans, on est encore aujourd'hui en train de produire de la connaissance qui permet d'améliorer le suivi des patients, d'améliorer la tolérance, d'améliorer la prescription du patient, de donner ce traitement au bon patient. Donc, dans l'innovation sur la question des traitements médicamenteux, on a d'une part, effectivement, l'innovation classique de nouveaux traitements, entre guillemets, mais aussi beaucoup de travaux qui sont fondamentaux de comment on peut mieux utiliser des outils qu'on a, qui sont, malgré tout aussi, Camille a dit un truc super important. Je ne sais pas si c'est passé inaperçu ou pas. Elle a dit « ça m'a beaucoup intéressé la psychiatrie parce que j'ai senti que je pouvais faire quelque chose ». Et ça, c'est hyper important parce que l'image d'Épinal de la psychiatrie, c'est la chronicité et la résistance. On a construit même notre spécialité, je pense qu'on est responsable de ça aussi en partie, on l'a construit sur les choses graves, les choses dramatiques, les choses résistantes, etc. Mais c'est une toute petite partie des situations. En fait, on guérit, c'est ce que vous nous dites. C'est ça qui a amené Camille à faire de la psychiatrie. C'est qu'elle s'est dit « Ah ouais, mais là, le patient, je l'aide. Le patient, il est rentré comme ça à l'hôpital avec une dépression grave. Et puis maintenant, il sort et il va très très bien. Et entre guillemets, c'est la fameuse restitution ad integrum qu'adorent les médecins. Je pense qu'on fait partie des disciplines dans lesquelles ça existe pour de vrai, parce qu'en plus, c'est pas des maladies qui laissent des lésions pour la plupart d'entre elles. Donc, une fois que c'est passé et que c'est guéri ou que c'est stabilisé, ça y est, on a résolu le problème. Et ça, c'est fondamental. Je voulais qu'Anne Sauvaget, peut-être, on ne vous oublie pas, nous parle des traitements non médicamenteux, parce qu'ils existent aussi et ça se développe. Oui, tout à fait. Donc, parmi les traitements non médicamenteux, on peut citer entre autres les techniques de neurostimulation ou neuromodulation. Donc, il en était question dans la précédente présentation au sujet de la maladie de Parkinson. Toutes ces techniques qui viennent stimuler le cerveau avec un signal électrique ou magnétique, ou dans les années futures par ultrason ou par infrarouge, et que sais-je, pourront venir aider à améliorer et peut-être même guérir certains épisodes thymiques, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, ou bien des signes embêtants pour les troubles schizophréniques comme les hallucinations, par exemple, qui peuvent être gêner énormément la qualité de vie des patients. Et donc ces techniques sont une alternative très intéressante aux médicaments. Elles ne viennent pas les remplacer, elles viennent les compléter l'arsenal thérapeutique. Et entre autres, elles sont aussi extrêmement bien tolérées. Donc c'est important d'en parler pour que les patients s'acheminent certes vers la rémission, vers le rétablissement, mais aussi vers le guérissement, parce que je crois que de pouvoir dire aujourd'hui qu'on peut guérir totalement de troubles psychiatriques ou de troubles mentaux, eh bien ça ne doit pas être un idéal, ça doit vraiment être quelque chose de possible et d'entendu par la société civile. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu vague, troublement. On peut guérir de quelle pathologie, par exemple ? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, on peut très bien récupérer parfaitement d'un trouble de l'humeur dépressif unipolaire, par exemple. Voilà, la récurrence n'est pas une fatalité. Il faut vraiment viser la prévention des rechutes et la prévention des récidives sur du plus long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut envisager, en tout cas avec l'aide de la recherche, que des patients, au bout de 1 ou 2 ou 3 épisodes, n'en refassent plus du tout du reste de leur vie,
plutôt que de laisser entendre que on est sur une maladie qui risque d'être chronique et qui risque de durer jusqu'à la fin de vie de la personne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut permettre cet espoir tout en soutenant les efforts de recherche. Est-ce que, Camille, vous avez dans la nouvelle pratique, on personnalise davantage les traitements qu'on ne le faisait hier ? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. On nous présente bien sûr les médicaments dans leur ensemble, mais après, c'est vrai que c'est ce qu'on apprend notamment dans la pratique quotidienne aussi. C'est ça, l'expérience clinique aussi, c'est de s'adapter au patient, à ce qu'il a déjà eu comme traitement, à ce qui lui convient le mieux, à ce qu'il tolère le mieux. Parce que c'est vrai que les traitements, ils fonctionnent, mais souvent, l'un des grands obstacles, c'est aussi l'observance du patient, c'est-à-dire à quel point il prend bien le traitement. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même des traitements, même s'il y a des espoirs de guérison, qu'il faut quand même garder, dans la majeure partie des cas, plusieurs mois, en tout cas un certain temps. Et c'est difficile pour quiconque d'ailleurs d'imaginer prendre un traitement, d'être très rigoureux, le prendre à heure fixe, à prise régulière, bien le prendre. Et du coup, c'est aussi trouver la molécule qui correspond au patient là-dessus, qui lui permette le mieux possible de continuer à vivre sa vie sans avoir d'impact négatif. Comment expliquer, Vincent Boone, que ces progrès, ces traitements, ces médicaments n'arrivent pas toujours, au lit du patient ? Alors, il y a peut-être deux niveaux, on va dire, de réponse. Le premier, c'est l'importance, je pense, de la prévention et du dépistage. La psychiatrie, c'est une pathologie c'est une discipline médicale, pardon. Et donc, effectivement, au titre des autres disciplines, il y a beaucoup d'actions de prévention, de dépistage qui pourraient, je pense, être beaucoup plus largement développées. Et en particulier, dans notre société, voilà, il y a marche ou crève, excusez-moi, mais c'est parfois ce qu'on impose à un certain nombre de personnes, en disant, mais non, c'est pas grave, tu vas bien. Or souvent, comme toujours, les pathologies qui sont prises un peu plus en amont ont quand même des chances de récupérer. Oui, on a parlé des jeunes publics notamment. Enfin, il y a des âges particulièrement critiques. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on a lancé sur l'Occitanie, qui est une grande action envers les jeunes, et en particulier les jeunes lycéens. Savoir qu'en Occitanie, un quart des jeunes lycéens ont déjà eu, entre guillemets, des pensées autour du suicide. C'est beaucoup. Ça s'est aggravé depuis le Covid. Alors, je pense que c'est pas depuis le Covid, mais on a quand même, disons-le, une société extrêmement anxiogène. Et globalement, on va leur laisser une planète un peu pourrie, pardon. Mais oui, entre les guerres, le réchauffement climatique, la pollution, les récessions et la crise économique, je crois quand même qu'on n'est pas forcément, on n'est pas très forcément porteur d'optimisme pour la jeunesse. Donc ça fait partie des choses qu'on a lancées à l'Occitanie. On essaie d'aider justement les jeunes au travers beaucoup de points d'écoute en particulier. On subventionne, et pour essayer justement de dépister au plus tôt les jeunes qui posent problème et essayer d'éviter les situations dramatiques. Ceux qui peuvent basculer dans une pathologie, on a dit. Exactement. Parce que là, il ne s'agit pas que d'anxiété, il s'agit de maladie. En fait, la difficulté, mais c'est le propre du dépistage en médecine, c'est que, on rentre dans Octobre Rose. L'idée, c'est que on a commencé en introduction en disant que c'était très fréquent. C'est potentiellement grave, on l'a pas redit, on peut le redire, c'est quand même des pathologies qui malheureusement peuvent être sévères et le suicide en est la complication la plus dramatique. Elles peuvent toucher à peu près n'importe qui. Donc la stratégie sociale de santé publique, c'est de dépister. Mais de dépister de façon massive, pas de dépister quand les gens ils sont déjà malades, du vrai dépistage. Ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors le dépistage en médecine en France, c'est quelque chose de pas simple. C'est pas quelque chose qui est facilement subventionné, soutenu, etc. Mais alors en santé mentale, c'est encore pire. Je peux vous donner un exemple pour la question de la dépression périnatale. Donc il y a la dernière enquête de Santé publique France, elle dit un peu plus de 16% des femmes vont avoir quelque chose qui ressemble à la dépression pendant la grossesse ou après la grossesse, dans le postpartum. Donc c'est énorme. Eh bien, aujourd'hui, on a encore des débats pour savoir si c'est médico-économiquement viable de dépister systématiquement la dépression chez les femmes dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui doutent. Et puis derrière le doute, il y a autre chose, et peut-être que c'est une expérience que vous avez avec les points écoute, c'est qu'il y a des professionnels de santé qui disent « Ah oui, mais si on dépiste, on va faire quoi ?» Moi, j'ai pas de temps pour voir les gens, j'ai trop de patients, on va pas pouvoir les soigner, donc on dépiste pas. Vous imaginez des professionnels de santé qui ont la stratégie de mettre sous le tapis parce qu'ils se sentent pas capables d'assumer ça et préfèrent finalement être à la course, à l'arrière, en soignant des malades graves parce que les situations se sont dégradées, en disant je peux pas changer de paradigme, j'ai pas le temps.
Oui, parce qu'il y a peut-être un problème de perception qu'on a quand on dit oui, la psychiatrie est en crise en France, c'est effectivement ce qu'on entend tous les jours. Or, et c'est vous qui me l'avez dit, on ne manque pas de psychiatres en France. On a 23 psychiatres pour 100 000 habitants, c'est l'une des densités les plus élevées d'Europe. Donc on ne manque pas de professionnels. Alors qu'est-ce qui manque, Vincent Boune? Il manque une formation de tout le tissu professionnel autour. C'est un problème d'organisation? Alors, je vais vous répondre que la psychiatrie n'est pas en crise, la santé est quand même un peu en crise. Techniquement, n'oublions pas, il y a 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc 7 millions de Français, et dont des patients, bien sûr, qui ont des pathologies chroniques, etc., dont des patients qui ont des pathologies chroniques psychiatriques. Donc clairement, oui, on peut avoir des psychiatres extrêmement performants qui vont soigner, comme on a dit, des patients très graves. Si on ne fait pas ce travail en amont de dépistage et, entre guillemets, je pense qu'un médecin généraliste bien formé doit être tout à fait capable de prendre en charge des patients, entre guillemets, légers, à l'instar des autres pathologies. Je crois qu'on a clairement loupé quelque chose là, quoi. Voilà. Donc oui, moi je souhaiterais, mais ardemment, une espèce de plan Marshall de la santé, une remise à plat du système alors qui démarre à la formation, on est bien d'accord, avec beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus de travail en filière, clairement, et puis derrière des moyens un petit peu plus pour la santé, quoi. Voilà. En gros, à un moment donné, on était clairement le fleuron mondial de la santé. Je crois qu'on l'est plus, c'est malheureux. On a encore des très belles pathologies, très belles expériences, des très très beaux professionnels de santé. On n'a pas perdu la course, mais on est en train de se faire distancer parce que je crois qu'on n'a pas assez investi collectivement dans notre outil commun. Mais est-ce qu'on arrive à faire une coordination ville-hôpital efficiente ou c'est balbutiant? Je crois que c'est très dépendant, malheureusement, de personnes et de volonté de territoire. Et actuellement, on n'a pas un peu cette analyse systémique. Il y a beaucoup, malheureusement... Parce qu'il existe des expériences mais il y a des très belles choses, il y a très belles choses. Voilà, je vous dis, on arrive à faire des très belles choses. Mais encore une fois, je crois qu'il faudrait probablement une vraie volonté politique nationale de prendre la santé à bras-le-corps. Et c'est pas les orientations dont on parle actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un système qui est merveilleux, avec des professionnels qui sont, mais vraiment, de tout mon cœur, je le pense, dévoués, qui passent du temps, qui croient en ce qu'ils font, mais qui ne se sentent pas très soutenus. Voilà. Camille, est-ce qu'on a un problème de formation également? Vous parliez de formation pas des spécialistes, hein, mais des autres justement spécialités, des généralistes. Oui, je pense, notamment par exemple... Comment vous le vivez, vous? Comment vous le voyez? Alors, je le vois au quotidien quand on demande un avis psychiatrique pour la moindre chose à l'hôpital, alors qu'en fait, c'est des choses que tout médecin devrait faire. Qui font du bon sens, qui font partie, même je dirais, de la relation médecin-patient en fait. Un patient qui l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ce genre de choses, un patient qui est triste, un patient il n'y a pas forcément besoin d'appeler le psychiatre pour ça. Et puis même plus loin, moi je connais pas l'état de la formation partout en France, mais c'est vrai que par exemple, il faut savoir qu'au cours des études préliminaires avant l'internat, il y a des stages qui sont obligatoires, qui sont par exemple les stages d'urgence, les stages de chirurgie, les stages de médecine générale, et les stages de psychiatrie n'en font pas partie. Peut-être que ça fait partie des choses qui seraient à rediscuter, que ce soit dans la formation des étudiants plus jeunes ou même dans la formation des médecins généralistes qui actuellement, dans leurs 3 ou 4 ans d'internat maintenant, ne sont pour l'instant pas obligés de passer plusieurs mois en stage de psychiatrie, ce qui est selon moi effectivement hors la formation théorique un problème. Raoul Belzo. Et puis, Anne en parlera mieux que moi, mais on sait que ça reste une spécialité stigmatisée dans le champ même des étudiants en médecine, hein, Anne. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on a la chance à Nantes d'avoir des stages de psychiatrie obligatoires pour les étudiants, et on sait c'est très important de leur montrer ce qu'est la spécialité le plus tôt possible dans le début de leurs études. Deuxièmement, c'est vrai que 65% à peu près des étudiants en médecine considèrent que la psychiatrie est un peu lourde d'un point de vue émotionnel, qu'on peut peut-être pas faire grand-chose, que c'est peut-être pas tout à fait une discipline médicale. C'est une grande enquête qui avait été établie conjointement avec l'association des étudiants en médecine de France, l'AFEP, et puis le Collège national des universitaires de psychiatrie, et qui a donné lieu ensuite à une campagne qui s'appelle Choisir Psychiatrie, et qui est en train de se mettre en place avec une campagne digitale essentiellement destinée aux étudiants en médecine pour mieux leur faire connaître la discipline, et qui débutera à partir de 2025 par les nuits de la psychiatrie. Donc plusieurs villes en France vont être concernés par cet événement,
Et on espère fortement, tout enseignants et étudiants et internes en psychiatrie confondus, que ça permettra une meilleure information et du coup une meilleure connaissance et une meilleure déstigmatisation de la discipline. Est-ce que vous pensez, Anne, que c'est ça qui bloque aussi la prévention? Parce qu'on a aussi énormément de retard de prévention finalement. Tout à fait. Maintenant, moi j'ai envie de dire que nos étudiants en médecine, ils parlent de façon assez décomplexée des problèmes de santé mentale, soit les leurs, soit ceux de leurs collègues. Et donc, moi qui suis assez partante pour parier sur l'avenir, je parie sur l'intelligence des nouvelles générations à venir pour avoir peut-être moins de tabous que leurs aînés et donc mieux s'emparer de ces questions et de peut-être encore mieux s'intéresser à cette formation, quelle que soit leur spécialité plus tard. Est-ce que Raoul Belzo, vous pensez que c'est aussi ces tabous et ces difficultés à considérer la psychiatrie comme faisant partie de la santé, quoi, qui empêchent aussi de joindre ces publics qui ont des besoins? On parlait des jeunes, il y a aussi des personnes âgées isolées, des publics marginalisés peut-être. Comment faire pour les atteindre? C'est un peu toujours la règle du pire, quoi. C'est-à-dire que finalement, l'erreur qu'on fait sans doute, c'est de se dire on fait pas bien ça, donc on a du mal à toucher ces publics-là, donc on essaie de résoudre le problème spécifiquement dans l'enjeu le plus difficile et on n'y arrive pas. Alors que je pense vraiment, je suis tout à fait convaincu qu'il faut reprendre le problème à la base, et parce que c'est ça qui est un changement d'image et qui permet du coup de se dire je vais pouvoir résoudre mes problèmes compliqués quand je suis déjà capable d'organiser des circuits de soins, de valoriser la connaissance de la psychiatrie qui offre des compétences thérapeutiques très fortes, etc. Donc je pense qu'il faut, pour déstigmatiser, il faut aussi arriver à valoriser ce qui fonctionne. On a une recherche, par exemple, qui est extrêmement qualitative, que ce soit à l'échelle mondiale ou même la France, reste un pays qui est très compétent dans la recherche, et une recherche qui n'est pas et loin de là concentré que sur le psychologique, mais qui étudie les facteurs environnementaux, les facteurs biologiques, avec des psychiatres et des chercheurs extrêmement pointus en imagerie cérébrale, par exemple. Et je pense que tout ça, ça participe à reprendre les choses de la base, comment ça fonctionne, de quoi on parle, quelle est la probabilité que les traitements marchent, qui est très élevé, en fait, au fond. Et après, on résoudra les problèmes extrêmement difficiles. C'est comme si, finalement, on avait organisé les centres anticancéreux régionaux sur les cas les pires, avec des services de pointe pour traiter les cancers en phase terminale. Donc en fait, on aurait fait un service de soins palliatifs. Excusez-moi, c'est un peu provocateur, mais en fait, si on avait organisé le plan cancer sur les soins palliatifs, on n'en serait pas là dans notre organisation de soins. Et on ne ferait pas Octobre Rose. C'est exactement le même schéma. C'est une comparaison facile, mais c'est exactement le même schéma. Valoriser ce qui fonctionne, valoriser la connaissance de qualité fondée sur des preuves scientifiques et médicales, avoir en tête tout le parcours qui va vraiment de la difficulté, la nécessité de prévention, l'identification des populations à risque, puis les soins primaires, les soins spécialisés, et puis effectivement des situations catastrophiques que tout le monde a en tête, parce que malheureusement c'est ce qui est capturé par les médias, c'est ce dont on parle au café. Oui, parce que souvent on se dit prise en charge plus tôt, au bon moment, il n'y aurait peut-être pas eu autant de conséquences. Oui, sans doute. La prévention n'a pas l'air c'est extrêmement important, effectivement, mais c'est un glissement paradigmatique qui est fondamental et dont je suis pas sûr que même les psychiatres eux-mêmes soient tout à fait prêts, parce qu'ils sont encore ancrés dans des modèles très hospitalo-centrés, avec des difficultés à communiquer avec un généraliste. Quand vous dites à un généraliste, qu'est-ce que tu penses de tes interactions avec le psychiatre, il te dit, c'est simple, quand j'envoie au psychiatre, je vois plus mon patient pendant 15 ans. Et puis je le récupère avec d'autres problèmes de santé. Et c'est très révélateur de ça. Alors c'est une anecdote, mais c'est révélateur que les mondes sont coupés, et qu'il va falloir que les deux mondes se rapprochent et que les deux mondes ont des efforts à faire. Et puis peut-être qu'on va en parler, mais il y a aussi la question des innovations. Ouais. On a parlé d'innovation organisationnelle. Il faut dire que malgré tout, la DGOS, les ARS participent à la possibilité que chaque équipe localement propose des organisations innovantes. Et ça, c'est une particularité de la psychiatrie. Je ne crois pas que d'autres disciplines aient autant l'occasion d'innover. C'est un bouillon d'innovation, de changement. Et puis, la recherche, ça amène aussi de l'innovation. Et ça, c'est
ultra important que le public sache et bien en tête que, malgré des difficultés qu'on abordera peut-être, ça reste un terrain d'innovation majeur. Mais justement, Anne Sauvadet, sur ces innovations, enfin, je veux dire, c'est des innovations organisationnelles beaucoup. Est-ce que vous vous appuyez, par exemple, davantage que d'autres, parce que ça a du mal en médecine, sur les infirmières en pratique avancée, voilà, quelle forme d'organisation on peut trouver et qui soit efficiente? Tout à fait, les innovations, on va dire professionnelles, en termes de catégorie de profession, est essentielle en psychiatrie. Donc, vous en avez très bien parlé, les infirmiers en pratique avancée, ce sont des infirmiers qui vont avoir 2 ans d'études supplémentaires avec un niveau équivalent master. Les infirmiers en pratique avancée, psychiatrie et santé mentale se développent de plus en plus et deviennent un outil de soin, enfin en tout cas un métier du soin absolument indispensable à toutes les échelles, de la prévention, des traitements, en milieu hospitalier, mais aussi en milieu libéral ou dans les maisons de santé, par exemple, pour soutenir les médecins généralistes dans leur dépistage et le traitement des troubles psychiatriques. Il faut parler aussi des enseignants en activité physique adaptée qui commencent à pénétrer aussi dans les milieux hospitaliers pour permettre aux patients d'avoir des activités physiques adaptées à leurs conditions de santé. Il faudra évoquer aussi les case managers, les patients partenaires, les pères aidants. Donc toutes ces nouvelles fonctions, ces nouveaux métiers qui viennent renforcer l'offre de soins et qui doivent encore trouver leur place en parfaite collaboration avec les métiers qui existent actuellement. Mais c'est vraiment un levier, je pense, essentiel pour l'avenir. De quelles innovations ou recherches vous attendez le plus, vous, pour votre pratique professionnelle? Vous dites dans les 5-10 ans qui viennent, où est-ce que vous regardez comme ça avec espoir? Alors, il y a plusieurs domaines. Je peux parler d'un domaine que je connais bien puisque je travaille dessus. C'est qu'on travaille beaucoup au développement de biomarqueurs et ça a plusieurs... Alors, un biomarqueur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de faire une prise de sang, par exemple, puis d'avoir une aide au diagnostic. Alors, et ça, c'est important à plusieurs titres. On a parlé de dépistage ou d'identifier les patients qui ont besoin d'identifier les patients pour permettre aux patients qui ont des besoins spécifiques d'être orientés vers des filières spécifiques et pas de façon totalement indifférenciée. Et donc en fait les biomarqueurs, si on arrive à les développer, alors ça peut être des prises de sang, ça peut être de l'imagerie aussi, c'est un peu plus compliqué l'imagerie, ça a premièrement l'intérêt d'améliorer la santé probablement, avec un diagnostic plus précoce par exemple, d'utiliser mieux les ressources qu'on a. On a dit qu'on avait beaucoup de psychiatres, par exemple, mais peut-être que le psychiatre, il ne doit pas voir tous les patients déprimés, il doit spécifiquement voir certains types de dépression. Et puis, ça a un autre effet qui est ultra important, c'est que si vous développez un biomarqueur et que vous faites de la recherche dans le domaine du biomarqueur, les patients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « Ah, mais c'est possible, alors il y a quelque chose dans mon corps, dans ma biologie qui est différent. » C'est ultra déstigmatisant aussi. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de remédicaliser cette souffrance-là, qui s'exprime psychologiquement, certes, mais qui est aussi ancrée dans le corps, dans le biologique. Et c'est remettre ça au centre. Et alors, c'est marrant, parce que quand on fait de la recherche sur les biomarqueurs, on retravaille avec des collègues d'autres domaines de la médecine. Puis on voit qu'ils ont les mêmes problèmes que nous pour développer, pour innover, pour être en relation avec le tissu industriel, etc. Mais qu'on n'est pas plus en retard ou plus avancé, mais qu'on partage tout un tas de problématiques et que c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi dans l'effet sociétal que ça peut avoir. De dire... voilà, de la même façon d'ailleurs que l'introduction des thérapies biologiques ont eu des effets majeurs après les années 50 qui ont quand même aussi grandement déstigmatisé les problématiques de santé mentale. À chaque fois qu'on introduit de la technique, de la biologie, qu'on médicalise les choses, en fait, on fait un pas en avant pour dire on réinsère ces pathologies, ces problématiques-là dans le champ de la médecine, comme n'importe quelle autre difficulté, on va dire. J'aurais la même question pour vous, Anne Sauvadet, avec... on parle beaucoup de recherche, mais la recherche en psychiatrie, c'est quoi? 2% des montants de la recherche biomédicale, c'est quand même... c'est rien. Oui, en effet, c'est mieux que zéro, mais c'est loin de correspondre aux attendus. Donc là, c'est vraiment d'ordre de décision politique de pouvoir promouvoir cette recherche à la hauteur des attentes des usagers, des patients, de leurs proches. Et autant, on va dire, il y a un focus qui est fait sur les nouveaux métiers. D'ailleurs, le prochain congrès des infirmiers en psychiatrie avancée, psychiatrie et santé mentale, aura lieu en Occitanie l'année prochaine. C'est un petit clin d'œil à votre région. Et il y a aussi toute la recherche
dans ce qu'on appelle la santé numérique ou l'e-santé, avec l'aide que pourrait apporter l'intelligence artificielle, aussi bien dans le repérage de patients que leur orientation, que dans la personnalisation, et puis les applications numériques à la fois de dépistage également, de surveillance de prise de traitement ou d'effets indésirables, ou d'éducation thérapeutique ou de psychothérapie digitale. Je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut absolument, auquel il faut absolument s'intéresser pour pouvoir proposer ensuite aux patients différents protocoles de recherche, comme ça existe en oncologie, en cancérologie, dans d'autres disciplines, pour faire avancer les connaissances et puis les offres de soins. Vous, c'est d'ailleurs ce que vous avez implanté ici, Vincent Boun, une application à destination des lycées de prévention de suicide. Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité? C'est pas un gadget, Alors, c'est très dur de mesurer l'efficacité. Encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Toute la difficulté vient du continuum entre le je vais moins bien, et on a tous des humeurs qui changent en fonction de nos cycles de vie, en fonction des journées, en fonction des mauvaises nouvelles ou des accidents de vie qui peuvent nous arriver. Donc la difficulté est vraiment de quantifier de manière très très ferme ce qui se passe, et encore une fois, c'est tellement multifactoriel. Je vous dis, le monde qui nous entoure et pas forcément un monde très réjouissant, je trouve. Alors c'est quoi du coup le but? C'est de normaliser la démarche d'appeler à l'aide Oui, je crois que la première chose à faire, c'est ça. C'est en gros, encore une fois, pendant des années, on a dit, voilà, t'es pas bien, tant pis pour toi. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est t'es pas bien, ok, comment est-ce qu'on peut t'aider? Ça, c'est extrêmement important, voilà. Et par exemple, je suis un peu spécialiste, entre guillemets, ce qui s'appelle du psychotrauma, à ma modeste échelle, c'est-à-dire en gros, vous voyez un événement extrêmement traumatisant, un accident grave, des choses assez marquantes, et derrière, vous repensez à ça, vous pouvez avoir des cauchemars, des troubles de l'humeur, des troubles alimentaires, et puis on a des personnes, en fait, si je prends un peu ce qui a marqué Toulouse il y a 20 ans, ce qui s'appelle l'explosion d'AZF, entre 3 et 4 000 victimes de l'explosion, des blessés physiques, on est d'accord, mais des personnes qui ont été blessées psychiques et qui n'ont pas réussi à récupérer une vie normale, une vie sociale importante, voilà. Et ça, en fait, une des majeures avancées qu'il y a eu quand même, c'est de prendre en compte ce traumatisme-là, de travailler là-dessus. Et donc, en fait, toujours pareil, l'idée de dire, encore une fois, ok, voilà, tu as le droit à de l'aide. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, en France, on a merveilleusement le droit d'être soigné quand on a besoin d'être soigné. Ça, faut le garder. Quelque chose d'incroyable. Et c'est la même chose, entre guillemets, qu'on ait une maladie somatique ou une maladie psychiatrique, ou les deux. Encore une fois, voilà, on peut très bien avoir un cancer et un retentissement important psychiatrique de ce cancer. Parce que c'est compliqué, parce que c'est lourd, parce que c'est douloureux, parce qu'on se sent atteint dans sa chair. Voilà. Et donc, effectivement, cette imbrication-là, je crois que c'est ça, pour moi, vraiment, qui est important. Après, vous dire exactement si les actions qu'on mène en fonction des jeunes donnent des effets concrets immédiats, je ne suis pas sûr. Si ça fait déjà d'eux des meilleurs adultes, des adultes un tout petit peu plus sains, un tout petit peu plus équilibrés, on a gagné, quoi. Mais c'est dur à dire. C'est un peu ce que je disais sur la question du dépistage, c'est-à-dire qu'on est dans une logique qui a sa raison et qui est largement justifiée pour plein de domaines de l'évaluation, de la mesure, mais on en oublie parfois l'idée que si quand même ça relève du bon sens et de la bientraitance, on n'est peut-être pas obligé non plus de toujours passer par le tout évaluation en montrant que vraiment moi je suis frappé sur les questions de dépistage. On se confronte en fait à des questions d'arguments techniques statistiques. Vous avez un exemple? Mais sur le dépistage de la dépression périnatale, par exemple, où c'est extrêmement difficile de convaincre les autorités, par exemple, en disant oui, mais alors c'est quoi le bénéfice et tout, où on a envie de dire mais attendez, on vous parle d'identifier presque une femme sur 5. Moi, je veux bien que la mesure médico-économique elle soit pas ultra convaincante, mais il y a quelque chose d'humain derrière. Et c'est pas voilà. Et pourtant, moi, je suis un scientifique, je suis le premier défenseur du niveau de preuve, c'est très important. Mais peut-être qu'on peut aussi dire que si ça apporte de la bienveillance, si ça donne du sens aux choses, si ça donne des opportunités, c'est très bien. On ne va pas toujours mesurer le nombre de vies qu'on a sauvées, la diminution du taux d'anxiété chez les jeunes, etc. Je crois que c'est vraiment important aussi qu'on sorte de ces logiques-là. Il y a aussi des façons d'évaluer les choses de façon qualitative, des retours d'expérience. Il y a plein de méthodologies scientifiques qui permettent aussi de sortir de ce schéma parce qu'on est dans des problématiques où parfois, Anne en parlait tout à l'heure, l'intervention, elle va avoir une efficacité 10 ans plus tard.
Et vu qu'on n'a que 2% du budget de la recherche, pour faire des études qui ont 20 ans de suivi avec des cohortes de plusieurs milliers... Médicale. Hein, attention. Vous imaginez le coût que ça aurait pour démontrer, mais en fait, ce qu'on va juste démontrer, c'est enfoncer une porte ouverte, c'est juste du bon sens, en fait. C'est que soigner les enfants qui ont un trouble pédopsychiatrique, c'est un bon investissement social. Mais si on vous demande de le démontrer, vous n'y arriverez jamais. Parce que c'est trop long, trop coûteux, et il y a une espèce de paradoxe, et il y a un défaut d'éthique même dans cette approche-là, de dire mais attendez, là, ce que vous demandez c'est tellement cher et tellement décalé que ça n'a aucun sens. Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, je voulais juste simplement que Camille Tanaka ait le mot de la fin. À quelles idées reçues vous aimeriez tordre le cou une fois pour toutes et plus jamais l'entendre dans votre vie professionnelle? Bon, on a évoqué la différence entre les différents professionnels de santé, le fait que les traitements ne marchent pas. Je pense que s'il y avait une autre idée reçue, c'est l'image publique de la psychiatrie de manière générale, c'est l'image de l'hospitalisation, de quelque chose de forcément glauque, triste, que c'est forcément des patients qui restent là des années avec des choses qu'on ne fait plus du tout, des camisoles, des trucs qui n'existent plus depuis des années, que la psychiatrie c'est pas ça aujourd'hui, c'est prendre le temps et prendre soin des patients, c'est l'investissement au quotidien et c'est surtout tourner le patient aussi vers l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après l'hospitalisation, comment on le réinsère, comment on l'aide à se réinsérer dans la société et à récupérer son fonctionnement d'avant. Et en fait, c'est ça, je pense, qui est important. Merci beaucoup. On vous applaudit. Je propose que l'on prenne effectivement quelques questions dans le public. Donc, madame, vous avez le micro et ensuite, il y a monsieur au 4e rang, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'aurais plusieurs questions. D'abord, j'ai une question rapide, s'il vous plaît. Oui, de biologiste, en fait, sur les biomarqueurs. Quels sont les biomarqueurs en fait qui sont étudiés actuellement pour les maladies mentales et est-ce que certains concernent la micronutrition, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler maintenant de psychonutrition et de lien entre la micronutrition et la santé mentale. Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement, pour avancer en santé mentale et notamment au niveau de la prévention, puisqu'on en a beaucoup parlé, il ne serait pas intéressant que toutes les spécialités médicales et même d'autres professionnels médicaux aient une meilleure connaissance du trauma et notamment des traumatismes de l'enfance, parce qu'on a vu avec l'étude ACE que les traumas de l'enfance pouvaient amener le patient à l'hôpital à 40 ans contribuer à un risque significativement plus élevé de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives, etc., enfin de toutes les maladies en fait. Merci pour vos deux questions. Oui, merci pour ces questions. Bon, les biomarqueurs, ils sont multiples et pour ne pas rentrer dans des détails techniques, ça va utiliser tous les outils de la biologie. Je parlais d'imagerie cérébrale et je parlais de prise de sang. Et ce qui intéresse pas mal les chercheurs aujourd'hui, c'est comment, dans les troubles psychiatriques, il y a une modulation du système immunitaire qui est un petit peu différente en fonction de certains troubles. Donc on s'intéresse pas mal à ça. Mais je pourrais dire facilement que finalement, c'est l'ensemble des domaines de la biologie qui vont de la génétique à fonctionnement du système immunitaire ou autres, sont étudiés, screenés, scrutés, et que la psychiatrie bénéficie des progrès de la biologie presque en temps réel aujourd'hui. Il y a eu, il y a quelques jours, le prix Nobel de médecine qui a été décerné, par exemple, à propos des micro-ARN, de la découverte des micro-ARN. En psychiatrie, ça fait plus de 10 ou 15 ans qu'on étudie ce substrat-là. Et la micronutrition, elle vous intéresse? Alors la micronutrition, je ne connais pas spécifiquement ce domaine, mais probablement que ça rentre dans ce champ-là à la fois de biomarqueurs et ou d'intervention, avec quand même une petite alerte qu'il faut donner, c'est que je disais tout à l'heure qu'il fallait privilégier le bon sens et la bientraitance, mais il faut aussi défendre les usagers contre des croyances un peu faciles qui seraient de dire si vous prenez ça, ça et ça, ou si je vous vends ça, ça et ça, parce que parfois c'est comme ça que ça se passe, vous allez aller beaucoup mieux, et en général il y a virgule, d'ailleurs ne prenez pas l'antidépresseur et les traitements. Donc le niveau de preuve, il est aussi important pour protéger les gens. Et puis votre deuxième remarque, elle est très importante, on ne l'a pas évoqué, mais il y a une réciprocité corps et esprit, mais on peut dire plus facilement psychiatrie et santé physique,
qui est considérable. On a parlé plutôt de avoir un cancer, c'est un facteur de risque d'avoir une pathologie mentale, en général la dépression, mais il y en a d'autres. Mais avoir une pathologie psychiatrique, ça va être aussi avoir un surrisque de maladies cardiovasculaires et autres. Et puis, encore un plus intéressant, et c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'on a des causes environnementales communes, des causes partagées. En fait, avec les maladies cardiovasculaires ou endocriniennes, on a des facteurs de risque qui, quand on regarde la santé globale, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on parle de la même chose. Et effectivement, et ces facteurs de risque peuvent être d'ordre psychologique, vous parlez de traumatisme, d'ordre environnemental, comme des polluants ou divers et variés. Donc c'est vraiment, vraiment important. Merci. Et sur la connaissance du trauma, donc le partage ? Oui, ça relève de ce qu'on disait, c'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on a par exemple des confrères de disciplines médicales qui finalement s'intéressent à des facteurs psychologiques. On est toujours content quand ils viennent travailler avec nous pour pas réinventer la roue. Et comme nous, on a besoin d'eux, des cardiologues, des obstétriciens pour parler des facteurs de risque de leur discipline. Donc effectivement, le trauma est un des éléments centraux. Ouais. Merci beaucoup. Une dernière question, monsieur, on vous écoute. Une question rapide et une réponse rapide. Je suis honoré et heureux d'être parmi vous ce soir à 82 ans. Merci à vous. Parce que, je voudrais vous poser un problème fondamental de recherche. Je suis le fondateur en France, avec Deligny, Manoni, Houry, Gentis, Tosquelles, etc., des lieux de vie, qui sont des microstructures accueillant une dizaine d'individus, dans un accueil hétérogène, des individus à difficultés sociales et ou mentales. Le problème, c'est que ces lieux de vie existent de moins en moins, se font de plus en plus rares, que nous ne sommes pas, moi je suis à la retraite, et ils ne sont pas assez motivés, médiatisés et soutenus par la psychiatrie institutionnelle. Bon, c'est vrai qu'on vient de l'antipsychiatrie, bon, ça peut se comprendre, donc. Mais quand je vois aujourd'hui, à mes 82 ans, des tas de gens dans la rue, abandonnés, quand je sais qu'il y en a que je vais revisiter en prison, des malades mentaux qui n'ont rien à y faire, et qu'il y aurait la possibilité, vu la loi de 2000, la loi sociale 2000, de créer des structures alternatives, que j'appelle des lieux de vie basés sur ce que j'ai appelé le vivre avec. Merci. Eh bien, à partir de ce moment-là, je termine, oui. À partir de ce moment-là, je vous demande à la recherche de vous intéresser aussi, et je suis disponible d'ailleurs, avec mes 82 ans, à y réfléchir, mais merci, je demande à la recherche de travailler sur ces lieux de vie. Merci, votre message est entendu. Vincent Boune, en 20 secondes, s'il vous plaît. Je suis désolée, nous sommes pressés par le temps. Je vais vous répondre, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est que la santé, selon l'OMS ? La santé, c'est un état de bien-être physique, psychique et mental, et social. Et on a tendance à oublier ça souvent. Donc vous avez raison, bien sûr, il faut créer du lien, il faut créer du lien social, il faut créer de l'écoute, il faut créer de l'empathie. C'est ça la meilleure des armes qu'on a pour être en bonne santé. Voilà. Merci d'avoir dit ça. C'est une très belle conclusion. Je vous remercie. On vous applaudit tous les quatre. Merci à vous tous. Je vous invite donc à nous quitter, malheureusement, mais pour mieux revenir, j'espère. Et puis, donc, je vous propose surtout, vous restez avec nous, puisque nous allons avoir le grand plaisir d'accueillir donc une personnalité de la santé. C'est Yann Bubien. Je pense que vous le connaissez. Il est aujourd'hui directeur général de l'Agence régionale de santé PACA. Il a dirigé de nombreux CHU, dont celui de Bordeaux. Il a également fait partie de cabinets ministériels, celui d'Agnès Buzyn, celui de Catherine Vautrin. Il a coordonné différents ouvrages, dont 2 qui ont été publiés cette année aux éditions hospitalières, l'un portant sur la santé mentale et l'autre sur l'intelligence artificielle. 2 sujets qui ont vraiment été au cœur de nos échanges aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle il nous paraissait vraiment intéressant de l'entendre et donc de l'inviter pour conclure cette journée. Donc, et juste avant de l'accueillir, je vous indique qu'il dédicacera ces 2 ouvrages à 17h50, donc environ. Ça se passera au premier étage au stand Casden. Et donc, je vous demande d'accueillir Yann Bubien, qui, je pense, voilà, est là. Mon cher Yann, nous sommes absolument ravis de vous recevoir. Je vous en prie, prenez place. J'ai rappelé toutes
vos éminentes fonctions et donc vos 2 ouvrages également que vous dédicacerez dans quelques minutes. Et donc, qu'est-ce que la santé mentale, voilà, l'IA en santé, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en lumière dans ces ouvrages? Pourquoi ces thématiques qui ont, je le répète, et comme vous l'avez vu, été au cœur de nos échanges cet après-midi? Merci de me recevoir à Futurapolis. Merci Hélène pour cette petite présentation. Alors c'est des ouvrages, je touche 0 € dessus, donc je le dis parce que vraiment c'est pas pour moi, mais c'était une volonté avec de nombreux auteurs, évidemment des psychiatres, psychologues, infirmiers, soignants. Toutes les personnalités qui peuvent aujourd'hui travailler sur la santé mentale, sur la psychiatrie, sur la pédopsychiatrie, avec Boris Cyrulnik. On a fait cet ouvrage avec une centaine d'auteurs et vous voyez, c'était en mars dernier et notre objectif, c'est écrit en très gros, c'était faire de la psychiatrie, de la santé mentale une grande cause nationale. Alors je suis content que le Premier ministre l'ait repris. Bravo. Ait repris cette idée qui date maintenant d'il y a quelques mois et on souhaitait justement faire avec ce gros ouvrage un mouvement important pour mettre en valeur la santé mentale, la psychiatrie dans la société. C'est vraiment la discipline sociétale par excellence comme on vient de le voir. Je rappelle quand même que c'est 13 millions de personnes en France qui sont touchées chaque année. C'est un Français sur 5 qui est touché par un trouble psychique. C'est une augmentation et un doublement chez les jeunes adolescents, enfants, adolescents, jeunes adultes. C'est un doublement des troubles psychiques. Et donc, il y a vraiment urgence à agir en la matière. Voilà, c'était l'idée de cet ouvrage. Et donc, celui sur l'intelligence artificielle, vous nous en dites 2 mots également. Et alors, deux mots ce sujet, on vit sur une l'intelligence révolution artificielle. Voilà, un ouvrage qu'on vient de sortir aussi à plusieurs avec les meilleurs spécialistes en la matière et notamment des mathématiciens. Quelques idées simplement. On en a parlé aujourd'hui lors des 2 tables rondes. Une première sur l'intelligence artificielle, une seconde sur la psychiatrie et la santé mentale. L'intelligence artificielle, eh bien aujourd'hui, elle est déjà en œuvre. Elle est à l'œuvre au quotidien. Et d'ailleurs, vous le voyez vous-même dans votre vie quotidienne avec quand vous ouvrez une application, quand vous ouvrez les réseaux sociaux, quand vous ouvrez Internet, vous voyez que l'application s'adresse à vous directement. Souvent, elle connaît vos choix, vos volontés, vos désirs. Elle sait que vous avez envie de partir en vacances à Séville ou à Marrakech. Elle sait tout ça parce qu'elle voit, c'est des calculs par les algorithmes. Pardon. Alors, ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est que ça existe déjà. On en a parlé tout à l'heure. Ça existe évidemment avec le deep learning, ça existe pour l'imagerie, ça existe pour le traitement de texte, ça existe pour la génétique, ça existe pour la dermatologie. Si je prends juste cet exemple-là, avec des millions de photos qu'on peut prendre d'un bouton, par exemple, sur la peau, eh bien, on va retrouver beaucoup plus facilement ce qu'est la maladie en question, parce que un médecin, un dermatologue, n'aura jamais vu 1 million d'images d'un bouton et par exemple d'1 million. Et voilà, le calcul algorithmique va permettre d'y arriver. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans l'intelligence artificielle, et c'est là-dessus qu'on voulait travailler avec ce livre, c'est la création des jumeaux numériques. Vous voyez ce que c'est, le jumeau numérique? Vous pouvez peut-être en dire 2 mots, effectivement. Le jumeau numérique, c'est vous avez un patient, une patiente, elle s'appelle Louise, par exemple, elle est atteinte de telle maladie, en tout cas, elle a des symptômes, elle va aller voir un médecin, puis un spécialiste, elle va faire des examens sanguins, elle va faire des examens variés, elle va faire de l'imagerie, et ensuite, elle va revenir voir un médecin qui va lui donner un traitement, qui va lui dire, qui va adapter le traitement en fonction de la manière dont elle répond. Le jumeau numérique, c'est quoi? C'est la même personne, c'est le patient qui est créé de manière digitale et avec toutes les données que l'on a sur cette personne, évidemment son âge, son poids, toutes les données qui sont données par les différents médecins, les différents soignants, l'imagerie, les résultats sanguins. Donc vous voyez, on commence à calculer un ensemble, ça va faire un jumeau, une personne parallèle qui est virtuelle et sur laquelle cette personne virtuelle, on va pouvoir adapter les traitements, voir un peu comment elle réagit, à la fois adapter les traitements pour trouver le meilleur traitement le plus rapidement possible, et puis évidemment pour voir la trajectoire, savoir par exemple sur les maladies neurodégénératives, quelle va être la suite de la maladie
dans les 6 mois, dans les 2 ans, dans les 3 ans, en fonction de ce jumeau numérique. C'est très, très impressionnant, c'est extrêmement intéressant, et on l'a dit tout à l'heure, la base de tout, vraiment le cœur du sujet, c'est la data, la donnée, on en a parlé lors de la première conférence, effectivement, c'est vraiment ça, des données sécurisées, adaptés, qui permettent d'avoir des cohortes importantes de patients, de manière, évidemment, à éviter une errance thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Dans les hôpitaux, comme dans les cabinets libéraux, à tous les endroits où l'on fait de la santé, cette intelligence artificielle, elle est déjà présente, elle se développe de plus en plus, et elle sera terriblement bénéfique parce qu'elle va pouvoir permettre de gagner du temps. Il ne faut pas en avoir peur, moi je ne crois pas. Il faut simplement la contrôler, la maîtriser. Pour la contrôler, la maîtriser, il faut la connaître. Et plus on la connaît, plus on sait ce qu'elle fait et comment elle le fait, moins on aura de dérives. Alors vous dites justement, il ne faut pas en avoir peur. Vous avez employé le terme données sécurisées. On a évoqué tout à l'heure, mais on l'a juste effleuré, la crainte des cyberattaques. Comment on se situe, comment se situe notre pays? Est-ce qu'on est suffisamment armé, justement? Est-ce que nos données sont suffisamment protégées? Et je pense que ça concerne aussi particulièrement le directeur général de l'Agence régionale de santé que vous êtes. C'est une préoccupation constante, j'imagine. C'est une préoccupation plus que constante. On l'a vu. D'abord, on est attaqué tous les jours. Tout hôpital est attaqué tous les jours, des dizaines de fois. Souvent des petites attaques qui n'ont aucune conséquence, mais parfois des attaques très lourdes, avec des personnes qui demandent des rançons. Vous savez, à l'hôpital, à la clinique, c'est arrivé plusieurs fois. Et qui demandent des rançons parce qu'ils bloquent en fait tout le système d'information, ou bien ils peuvent mélanger toutes les données, ce qui évidemment est catastrophique dans un hôpital. Donc quand on a une cyberattaque de très haut niveau comme ça, en général, on sait se défendre, on a des moyens, en France, on est très sécurisé, on a beaucoup de moyens de défense, mais néanmoins, évidemment, les hackers, ceux qui font ces cyberattaques, ils ont souvent un temps d'avance et ils développent d'autres process pour venir bloquer. On a eu plein d'hôpitaux qui ont été bloqués. On a vu les dégâts que ça faisait pendant plusieurs jours. Dans le meilleur des cas, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours et parfois pendant plusieurs semaines, ça bloque tout le système d'information. Ça a des conséquences qui sont catastrophiques puisque ça arrête immédiatement l'ensemble des opérations, par exemple. Ça arrête les rendez-vous parce que, on ne sait plus si la cyberattaque a, par exemple, mélangé des données qui font que telle personne qui a eu des examens, c'est pas les siens finalement que vous avez devant, parce que tous les outils que vous avez, tous les instruments, tous les appareils que vous avez dans une salle d'opération, ils peuvent être également contaminés. Évidemment, on n'a pas envie de blesser quelqu'un ou d'avoir des conséquences néfastes. Donc c'est catastrophique. Il faut s'en prémunir terriblement. Pour s'en prémunir, il faut investir. Il faut investir dans des systèmes de protection qui sont extrêmement coûteux, qui évoluent en permanence. On le fait évidemment en France. On a aussi une agence de l'État qui nous protège en cas de cyberattaque, qu'on peut appeler, c'est ce que fait tout hôpital qui est attaqué, par exemple, qui appelle, voilà. Mais on a vu des attaques massives, pas qu'en France, c'est tous les pays du monde qui sont concernés, évidemment. En France, on a des garanties, on a des protections qui sont assez fortes, mais il faut travailler sans cesse sur ces sujets-là, parce qu'on sait tous qu'on est fragile et qu'on peut avoir une attaque de grande ampleur. Peut-être aussi une dernière question sur l'IA et qui concerne davantage la démocratie sanitaire. Justement, le fait que les patients s'impliquent de plus en plus dans leur prise en charge. Donc, est-ce que là aussi, ça peut être un levier pour cette démocratie sanitaire ? Ah oui, moi je crois beaucoup à ça. Le premier ouvrage que j'avais sorti il y a 25 ans, c'était sur les droits des patients. À l'époque, c'était assez nouveau. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, et on l'avait fait avec plusieurs personnes, avec Claude Evin. Ensuite, il y a eu la loi Kouchner, évidemment, qu'on avait connue en 2002, et on a vu apparaître les patients qui sont devenus vraiment de vrais acteurs de leur santé. Et il n'y a rien de mieux. Maintenant, on parle évidemment du patient partenaire.
partenaires. On parle également des patients qui nous accompagnent tout au long des décisions qui sont à l'hôpital. Quand j'étais au CHU de Bordeaux, on avait les représentants des usagers qui étaient à tous les niveaux de la décision. Et notamment, on avait le directoire. Le directoire, c'est la grande réunion du lundi après-midi où il y a les 2-3 directeurs, le directeur général et 2-3 autres directeurs. Il y a le président de la commission médicale d'établissement, il y a le doyen de médecine et il y avait le représentant des usagers qui avait été désigné pour ça et qui décidait avec nous pour toutes les décisions que nous prenions. Et ça, je crois, moi j'y crois beaucoup, je pense que il n'y a pas d'autre manière de fonctionner. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois le patient, acteur de sa santé, patient partenaire, et il y a également les patients au sens représentant des patients qui doivent être présents dans la gouvernance de l'ensemble du système de santé. Alors, si je prends les 2 ouvrages que vous avez publiés en 2024, est-ce qu'on peut faire des liens entre les deux, entre intelligence artificielle et santé mentale ? Eh oui, on peut faire des liens, puisque aujourd'hui, on a une pénurie, vous le savez, on a des difficultés en tout cas d'accès à un psychiatre, et encore plus à un pédopsychiatre, parce qu'en France, on n'a pas formé suffisamment, mais ça date pas de maintenant, hein. Ça date d'il y a 40 ou 50 ans, on n'a pas formé suffisamment de pédopsychiatres en France. On a formé beaucoup de psychiatres, on a un problème aujourd'hui de répartition territoriale des psychiatres entre public et privé, entre public, privé et libéral, entre différentes régions, évidemment, entre les régions françaises, on a une inégalité territoriale, mais on a aussi des difficultés d'accès à psychiatres et pédopsychiatres de manière cruelle, puisque je vous le disais tout à l'heure, on a une augmentation de la demande. Depuis la crise Covid, la crise et les crises que nous vivons, la crise climatique, bien sûr, qui est très anxiogène, beaucoup plus anxiogène qu'on ne le croit, pour nombre de jeunes notamment, mais pas que. Les crises à répétition que l'on voit naître, les guerres qui reprennent aux portes de l'Europe, on voit que c'est un climat extrêmement difficile, avec des retentissements forts sur le psychisme et une volonté, évidemment, d'avoir accès à un psychiatre, à un pédopsychiatre. Mais c'est pas que psychiatre et pédopsychiatre. Il faut penser aussi aux psychologues. Je rappelle que dans beaucoup de pays européens, on a accès d'abord à un psychologue avant de voir un psychiatre. C'est aussi l'accès au médecin généraliste. C'est souvent le médecin généraliste qui voit en premier quelqu'un qui a des problèmes psychiques, hein, très souvent. D'ailleurs, ce sont les médecins généralistes qui prescrivent le plus d'antidépresseurs. Je vous le disais tout à l'heure, la psychiatrie, c'est la discipline sociétale par excellence. C'est non seulement, évidemment, l'inclusion dans la société, on le sait, hein, aujourd'hui, il faut déstigmatiser, c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut faire comprendre, et c'était l'objet du livre, c'est faire comprendre ce que sont les pathologies psychiques, psychiatriques, les sujets de santé mentale. Alors le lien, il est où ? Pardon, j'en reviens, Hélène, à ce que vous me demandiez à l'instant, c'est que face à ces difficultés d'accès, l'intelligence artificielle, elle a une utilité très forte. Et d'ailleurs, les psychiatres développent beaucoup ça. J'en ai parlé tout à l'heure avec le jumeau numérique, voir un peu la trajectoire, voir les traitements, comment on peut faire sur un patient virtuel qui est le jumeau du vrai patient. Et puis évidemment, des aides au quotidien. Par exemple, il y a des applications très intéressantes, et notamment pour les plus jeunes, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, mais pas que les plus jeunes, d'aide au quotidien en cas d'angoisse, par exemple. Ça se développe énormément. Au CHU de Bordeaux, on avait développé un programme comme ça qui était à disposition des patients qui le souhaitent, évidemment, et qui peut être une aide très utile. Ça peut être aussi une aide, l'intelligence artificielle, parce que en psychiatrie, ce qui compte aujourd'hui, c'est le dépistage précoce. Et le dépistage précoce, l'intelligence artificielle peut être très utile quand on a des pathologies qui ne sont a priori pas psychiatriques. Il peut y avoir aussi des symptômes psychiatriques, et il faut absolument dépister le plus vite possible si l'on veut répondre à la demande du patient. Et ce dépistage précoce, l'intelligence artificielle, elle est parfaitement armée pour le faire. Et peut-être une dernière question justement sur ces questions de dépistage, de repérage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à mener avec la ville
avec, je pense notamment au développement de formations citoyennes, pour aider, hein, et puis à l'implication même des élus locaux. Oui. Effectivement, c'est le premier point. La psychiatrie, elle est sociétale, elle n'est pas que médicale. Voilà. C'est la santé mentale, c'est dans la cité, c'est l'inclusion, c'est le travail avec les autres, c'est le décloisonnement, et ça, c'est vraiment primordial. On le sait, hein, il faut investir massivement dans la réhabilitation, dans l'aller vers, dans l'inclusion. Il faut aussi travailler sur la recherche dans la ville. Et comme je le disais tout à l'heure, en psychiatrie, tout le monde est concerné, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers de pratique avancée, mais également les citoyens en général, les employeurs, les collectivités territoriales qui sont particulièrement impactées et partie prenante dans ces sujets. Merci beaucoup merci Yann Bibien, on vous applaudit, c'était un grand plaisir de vous recevoir pour cette conclusion. On donne le livre là-haut pour ceux qui le veulent. Et donc voilà, un rendez-vous au premier étage. Exactement, c'est gratuit. Cet ouvrage que vous allez, donc ces 2 ouvrages que vous allez donc dédicacer. Merci beaucoup, merci Hélène. À vous Bonne soirée. et à très bientôt, bonne soirée.